Regarde ça, un combattant au sol qui ne se défend presque plus. Il prend coup sur coup, l'arbitre est à 1 mètre, mais pourtant, il ne fait rien. Aujourd'hui, le combat sera arrêté en 3 secondes. À l'époque, l'arbitre n'avait tout simplement pas le droit d'intervenir. Regarde ça, un mec soulève son adversaire et tente littéralement de le balancer hors de la cage. Aujourd'hui, sans aucune hésitation, disqualification immédiate. Et ça, un coin qui applique de la vaseline sur le dos et les épaules d'un champion en plein combat. Aujourd'hui, c'est encadré à la seconde près. On entend souvent que le MMA est un sport avec très peu de règles. Mais c'est faux. Le MMA moderne est un sport rempli de règles précises. Et la raison est simple. La plupart de ces règles ont été créées dans la cage. Parce qu'un jour, quelqu'un est allé trop loin. Alors aujourd'hui, on va revenir sur 6 moments précis qui ont forcé le MMA à changer pour toujours. Et tu vas voir que si le MMA est devenu un sport structuré, c'est avant tout parce que le chaos l'y a obligé. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Pour comprendre à quel point le MMA était différent, il faut revenir en 1994, plus exactement à l'UFC 2. A l'époque, le principe est simple. Il n'y a presque pas de règles, pas de catégorie de poids, pas de round, et surtout, aucun arrêt de l'arbitre. Un combat ne peut donc se terminer que de 3 manières. KO total, soumission ou le coin qui abandonne. Rien d'autre. Dans la cage, Pat Smith prend la top position sur Scott Morris. Morris est bloqué, prend d'énormes frappes et finit complètement KO. Aujourd'hui, n'importe quel arbitre aurait arrêté ça bien plus tôt. Mais à cette époque, l'arbitre n'avait pas le droit de le faire. Et c'est là que tout bascule. Parce que celui qui est dans la cage ce soir-là, c'est un jeune arbitre qui va devenir une figure centrale du sport. John McCarthy. En voyant la scène après l'événement, il pose un ultimatum. Si on ne lui donne pas le pouvoir d'arrêter un combat pour protéger un combattant, il quitte l'organisation. Ce moment précis force l'UFC à évoluer. Alors à partir de l'UFC 3, les arbitres obtiennent enfin le droit d'arrêter un combat par TKO. Ça peut sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une révolution, car la sécurité vient d'entrer dans le règlement. 1 an plus tard, le MMA a réglé un problème. Les arbitres peuvent désormais arrêter un combat, mais un autre souci va apparaître lors de l'UFC 5. Le rematch que tout le monde attend, Royce Gracie contre Ken Shamrock. Le premier combat avait lancé le mythe, le second doit confirmer la suprématie. Sauf que ce soir-là, il ne se passe presque rien. Shamrock met Gracie au sol, reste dans sa garde et ne prend absolument aucun risque. Problème, il n'y a absolument aucune règle pour forcer l'action. Pas de limite, pas de round et pas de relevé pour inactivité. Résultat, 36 minutes. 36 minutes d'un combat bloqué dans la même position. Finalement, le combat termine en match nul. Et ce moment est fondamental, car le problème est l'ennui. Le MMA réalise qu'il ne peut pas survivre si un combattant peut simplement contrôler une position sans rien tenter pendant une demi-heure. Alors l'organisation agit et introduit progressivement des limites de temps plus claires. Et surtout, les arbitres obtiennent le pouvoir de relever les combattants en cas d'inactivité. Après l'UFC 5, le message est clair. Il faut des limites de temps, et le MMA commence à ressembler à un sport. Mais en 1995, il n'y a toujours aucun système officiel pour désigner un vainqueur si le combat va au bout. Et à l'UFC 7, Ken Shamrock revient face à Oleg Taktarov. Le combat est long, très prudent et absolument pas spectaculaire. Les minutes passent, et à la fin, aucun finish. Donc, match nul. Encore. Le problème dans ce cas-là, c'est la crédibilité. Car un sport ne peut pas exister si les combats principaux finissent toujours en égalité. Alors à partir de l'UFC 8, ils introduisent des juges, des scorecards, les décisions, et une limite de 15 minutes pour les combats standards. Aujourd'hui, encore une fois, ça paraît logique. Mais à l'époque, c'est le début d'un sport organisé, avec des vainqueurs, des perdants et des décisions parfois controversées. Pour le prochain retour, en 1996, l'UFC est encore jeune, quelques règles existent, mais elles ne prévoient pas tout. Parce que personne n'a imaginé qu'un combattant tente littéralement d'éjecter son adversaire au-dessus de la cage. Tank Abbott affronte Cal Worsham. Tank, c'est l'archétype du chaos, pas vraiment du genre à se demander si quelque chose est autorisé. À un moment du combat, il soulève Worsham et le projette vers le haut de la cage. Le corps passe presque par au-dessus. Si Worsham bascule complètement, il tombe tête la première sur une structure métallique. À l'époque, il n'y a aucune règle écrite interdisant explicitement ce geste. Mais après cet incident, il faut formaliser l'interdiction. Encore une fois, c'est une réaction. Le MMA apprend par le danger. Mais parfois, le problème n'est pas un geste spectaculaire. C'est un détail technique, plus exactement un angle précis. Début des années 2000, les commissions athlétiques américaines travaillent sur ce qui va devenir les règles unifiées du MMA. Et un mouvement pose problème. Le coude vertical, celui qu'on appelle le 12-6. Un coude lancé parfaitement droit vers le bas. Comme l'aiguille d'une horloge qui passe de midi à 6 heures. Alors pourquoi l'interdire?
À l'époque, certains membres des commissions ont vu des démonstrations de karaté où un pratiquant brise des piles de briques avec ce type de frappe. Donc dans leur esprit, ce mouvement est trop dangereux. Mais il y a aussi un événement concret. Un combat impliquant Gan McKee, un géant de plus de 2 mètres. Au sol, il envoie des coups verticaux sur un adversaire beaucoup plus petit. Un médecin, au bord de la cage, estime que ces frappes sont excessivement dangereuses. Résultat, on interdit les 12-6. Gan McGee, you remember, 6'11". At the time in this show, about 335 pounds. And he's fighting a guy named Brad Gabriel, who's 6'1", 210, 215 pounds. And Gan, Brad Gabriel is trying to get a hold of Gan just to survive. And Gan is taking his arm, and he's boom, 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 and he's bringing it straight down on top of Brad Gabriel's head. And he goes, I can't have that. He said, I've seen them break big blocks of ice like that. That's a dangerous elbow. We can't have that. Mais ce qui rend la règle étrange, c'est que tu peux frapper avec tous les types de coups possibles. Mais si ton angle est vertical, là, c'est illégal. Cette règle devient célèbre en 2009, lorsque Jon Jones domine complètement Matt Hamill. Il envoie plusieurs 12-6, résultat, une disqualification. Ce sera la seule défaite officielle de toute sa carrière. Et finalement, après plus de 20 ans, en 2024, les commissions ont officiellement modifié les règles unifiées. Le 12-6 elbow n'est plus universellement interdit. Aujourd'hui, il est autorisé dans la majorité des juridictions qui appliquent les règles mises à jour. Enfin, en 2009, le sport est un événement mondial et organise la revanche BJ Penn et Georges St-Pierre. Un super fight, mais ce dont on va parler ce soir-là, ce n'est pas de la performance, mais entre les rounds. Le coin de GSP applique de la vaseline sur le visage, mais également, on voit la substance être appliquée sur les épaules et le haut du dos. Et ça, en grappling, ça change tout, car maintenant, GSP est glissant. Donc plus difficile de verrouiller un contrôle, ou bien encore, installer une soumission. L'équipe de Penn le remarque vite, crie à la triche, et même Dana White est filmé en train de s'énerver au bord de la cage. Finalement, la commission ouvre une enquête, mais le résultat du combat ne sera pas changé. Cependant, à partir de ce moment-là, une règle change définitivement. Maintenant, les coachs ne peuvent plus appliquer eux-mêmes la vaseline. Seuls des cutman indépendants, mandatés par la commission, sont autorisés à le faire. Au final, si on regarde l'évolution du MMA, on comprend que ce sport a évolué chaque fois parce que quelqu'un a forcé la main. Un combattant trop violent, un combat trop long, un match nul de trop, un geste imprévisible, un angle mal compris. Une zone grise exploitée. Le MMA n'a pas été construit dans un bureau, il a été construit dans la cage. Et chaque fois que quelqu'un est allé trop loin, le sport a changé.